Bienvenue à Nuit criminelle, où chaque silence cache une histoire. Ce soir, le chant lugubre d'une veuve résonne dans la chapelle funéraire, et quelqu'un parmi les personnes en deuil n'est pas ce qu'il semble être. Versez-vous quelque chose de chaud, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. La pluie commença à tomber alors que le dernier hymne s'éteignait, une fine bruine se faufilant entre les parapluies noirs qui encombraient le cimetière de Sainte-Marie. Le village de Little Brenton était habitué à ce que le temps et l'âge des enterrements soient dans ce qu'ils étaient, mais celui-ci avait le calme particulier d'une histoire inachevée. Madame Agatha Pym était veuve depuis 20 ans et chanteuse depuis 60. Sa voix, autrefois la fierté de la chorale paroissiale, n'était plus qu'un murmure dans ces dernières années. Sa mort n'a surpris personne. Funérailles, cependant, c'était une autre affaire. Alors que le cercueil était descendu, un doux bourdonnement flottait sur les personnes en deuil. Une voix de femme, chantante et précise, chantant le bosquet de frênes. D'abord faible, porté par l'air humide, il attirait toutes les têtes. Le vicaire, momentanément distrait, trébucha sur ses derniers mots. Puis le bourdonnement cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Depuis le deuxième rang, les yeux bleus et doux de Miss Marple se levèrent sous le bord de son chapeau discret. Elle ne se retourna pas et ne fronça pas les sourcils, inclinant simplement légèrement la tête, tel un oiseau captant un son lointain. À la fin du service, les murmures avaient remplacé les hymnes. Madame Hartley, la femme de l'épicier, fut la première à le dire à voix haute. Son chanson d'Agatha, la chanson de la veuve. Mais qui? Personne ne peut répondre. Le vicaire jura qu'aucun disque n'avait été joué et aucun membre du chœur ne l'avoua. Mais lorsque les porteurs fermèrent le portail de l'église, l'écho de la mélodie sembla persister comme un parfum. Lors du rassemblement post-funéraire dans la salle paroissiale, le thé fut servi avec des mains nerveuses. Un plateau d'argent rempli de scones resta intact. Les conversations s'entrechoquent, s'interrompent encore. On voulait discuter de la chanson, mais lui donner un nom semblait indécent. Le colonel Denham, le visage rouge et sûr de ses opinions, brisa la tension. Une farce, sans doute. Un poste de radio laissé en marche quelque part. Ou ce jeune homme ridicule du presbytère qui jouait avec ses gramophones. Mais le visage pâle de sa femme se tourna vers Miss Marple. « Tu l'as entendu aussi, n'est-ce pas ?» Ça sonnait si réel. Miss Marple sourit faiblement. « Les choses réelles sont souvent vraies, Madame Denham, même quand elles ne le sont pas. » Un fracas interrompit le bruit de la porcelaine qui s'écrasait sur le sol. La jeune Lily Brent, qui servait le thé, était blanche comme son tablier, les yeux fixés sur une tasse brisée à ses pieds. « Je suis désolée, » balbutia-t-elle. Ma main glissa. Le regard de Miss Marple se posa sur les fragments. L'anse de la tasse était brisée en deux et quelque chose de petit brillait parmi les éclats, une chaîne en or, fine et emmêlée. Le soir, la pluie avait transformé les allées du cimetière en traînées de boue. Le fossoyeur, le vieux Tom Pike, retourna sur place pour vérifier la bâche recouvrant la tombe de Madame Pym. Il avait traversé la moitié du chemin lorsqu'il s'arrêta. La tombe, fraîchement recouverte ce matin-là, portait désormais un seul objet reposant en son centre, une fleur de soie rouge, luisante et humide. Tom jura dans sa barbe. Il ne l'avait pas laissée là, et personne d'autre ne l'avait fait. Il avait été le dernier à partir. Il boit jusqu'au presbytère et frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. « Révérend, dit-il, je pense que vous devriez voir quelque chose d'étrange. » À la tombée de la nuit, l'histoire s'était répandue à travers Little Brenton, plus vite que le vent soufflant de la lande. Quelqu'un a laissé une fleur sur la tombe de la veuve. Ils disent que c'était un camélia rouge. Non, c'était de la soie, comme celle qu'elle portait au cou le dimanche. Et ils disent que quelqu'un l'a entendu chanter,
après le cercueil était fermé. Miss Marple était assise près de son foyer, dans le petit cottage de High Street, ses aiguilles, à tricoter s'agitant doucement. Une bougie vacillait à côté d'elle. Elle pensait non pas aux fleurs, ni aux chansons, mais aux mains. Des mains tremblantes, qui laissent tomber des tasses. Des mains fermes qui noient des chaînes. Et des mains qui ne peuvent se reposer, même après la mort. Dehors, la pluie cédait le silence. À l'intérieur, Miss Marple murmurait doucement. Le chagrin prend de multiples formes, mais la culpabilité est toujours la même. Le lendemain matin, l'agent Reeves allait découvrir quelque chose qui bouleverserait le village. Mais pour l'instant, petit Brenton dormait mal, le chant de la veuve murmurant encore dans le vent. Je l'ai trouvé là, clair comme le jour, juste au-dessus de la tombe, disait l'agent Reeves, ses bottes laissant des traces humides sur le carrelage du vicaire. La fleur de soie rouge reposait entre elles, sur une feuille de papier kraft, ses pétales noircis par la pluie, mais par ailleurs impeccables. Ni bout, ni trace de feuille. Quelqu'un l'avait déposée là, après les funérailles. Avec précaution, le vicaire se frotta les tempes. Je ne sais pas qui pourrait faire une chose pareille. Reeves, c'est macabre, voilà tout. Ce ne sont que des ragots, voilà ce que ça va être, marmonna Reeves. La moitié du village dira que la vieille veuve nous hante avec son dîner. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, son sac à tricot sur les genoux, émit un léger son qui ressemblait à un soupir. « Les gens aiment tant être hantés », murmura-t-elle. « Cela leur donne le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. » L'agent lui lança un regard respectueux. « Vous pensez que ce n'est rien, madame ?»« Je pense, » répondit-elle en choisissant une nouvelle pelote de laine, « que les morts nous troublent rarement autant que les vivants. » Dans l'après-midi, la pluie s'était réduite à de la brume, et Little Brenton bourdonnait de spéculations. Chez le marchand de légumes, on ne parlait que des mains tremblantes de Lily Brent. À la poste, quelqu'un jura avoir aperçu la nièce de M. Pym rôder près du mur du cimetière. Et à la table à thé de Mme Denham, l'histoire avait déjà fait ses premiers scandales. Elle avait des secrets, cette femme, a confié Mme Denham à son partenaire de bridge. C'est pourquoi elle se chantait cette chanson toutes ces années le bosquet de cendres. Une chanson triste et lugubre. Ça me rappelle la culpabilité. Ou l'amour, dit doucement son ami. Même chose, ma chère, renifla Mme Denham. Finalement. Au crépuscule, Miss Marple fait sa promenade habituelle vers l'église, son parapluie soigneusement glissé sous le bras. L'air humide était imprégné d'une odeur de mousse et de pierre. Elle remarqua que la fleur avait disparu de la tombe, probablement enlevée par le gendarme, mais une légère dépression marquait l'endroit où elle avait reposé. Elle se pencha légèrement, effleurant le sol de ses doigts gantés. Il était plus ferme que prévu, compact, comme pressé par une main ferme et déterminée. Derrière elle, des pas s'approchèrent. « Bonsoir, Miss Marple », dit Tom Pike en touchant sa casquette. « Vous avez entendu la conversation, j'imagine. La moitié du village pense que l'esprit de la veuve est venu chercher la voix de sa chanteuse. » « Quelle imagination !» dit doucement Miss Marple. « Et toi, Tom, qu'en penses-tu » Il haussa lentement les épaules. « Je crois que quelqu'un voulait qu'on se souvienne d'elle, ou qu'on l'oublie, je ne sais plus trop. » Son regard se posa sur lui un instant. « Tu as creusé sa tombe ?»« Oui, seul, je l'ai fait. Les garçons étaient occupés près de la haie du presbytère. Personne d'autre ne s'est approché, et pourtant, Miss Marple se dit presque pour elle-même. Quelqu'un l'a fait. Ce soir-là, le vicaire lui rend visite. C'était un homme mince, nerveux, qui ajoutait sans cesse ses lunettes. Mademoiselle Marple commença maladroitement. « Je sais que vous n'êtes pas officiellement impliquée, mais Reeves ne tarit pas d'éloges sur votre perspicacité. Quelque chose me met mal à l'aise. Asseyez-vous, révérend. » Il s'est perché au bord de la chaise. De son vivant, Madame Pym s'est confiée à moi.
Elle m'a dit avoir écrit certaines lettres qu'elle regrettait d'avoir envoyées. Elle m'a demandé si je pensais qu'on pouvait un jour revenir sur des mots, une fois écrits. Miss Marple a joint les mains. « Et tu le lui as dit ?»« Que le pardon est possible. » Il hésitait, mais elle semblait effrayée. Je me demandais si la personne à qui elle écrivait pourrait maintenant parler de sa mauvaise volonté. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent légèrement. C'est un sentiment de culpabilité rare chez un ecclésiastique. Les lettres peuvent être plus dangereuses que les pistolets lorsqu'elles tombent entre de mauvaises mains. Pendant ce temps, de l'autre côté de la place du village, Lily Brent était assise seule dans son étroite chambre, au-dessus de l'épicerie. Ses doigts remontent la chaîne qu'elle avait trouvée emmêlée dans la poche de son tablier le matin même, celle-là même qu'elle avait cru laisser tomber en brisant la tasse de thé. Elle n'avait osé dire à personne qu'elle l'avait retrouvée. La chaîne était cassée et une extrémité portait un petit fermoir médaillon, vide. Elle ouvrit sa fenêtre pour respirer, et le vent apportait une faible musique provenant de l'église, un simple bourdonnement, bas et incertain. Elle referma aussitôt la fenêtre. 2 jours plus tard, l'agent Reeves fait sa prochaine découverte. Derrière l'orgue de l'église, enveloppée de vieilles partitions de cantiques, il trouva une petite boîte en bois contenant un disque de gramophone dont l'étiquette était à moitié grattée. Seuls quelques mots étaient visibles dans le chant de la veuve. Lorsqu'il l'a joué dans la sacristie, la voix d'une femme, claire, âgée, le chagrin a rempli l'air de la même mélodie entendue aux funérailles. Le vicaire pâlit. C'est elle. C'est la voix de Madame Pym elle-même. Reeves croisa les bras, mal à l'aise. Puis quelqu'un fit exprès de le faire. Mais qui avait la clé de cette porte, révérend ? Seulement moi, dit-il, et ma gouvernante. Miss Marple, arrivée juste au moment où la musique s'arrêtait, regarda vers la fenêtre obscure. « Étrange, dit-elle doucement. Le chagrin parle souvent, mais chante rarement. À moins, bien sûr, qu'il ne souhaite être entendu. » Le soir venu, le petit Breton était submergé de théories. Certains disaient que la gouvernante avait aimé le défunt mari de Madame Pym. D'autres murmuraient que Lily Brent était sa fille illégitime. Quelques-uns insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une expérience spirituelle du vicaire qui avait mal tourné. Miss Marple les écoutait tous, assis près du feu, tricotant avec régularité, le clic de ses aiguilles étant le seul rythme de la pièce. Dans son esprit, le motif se dessinait, non pas musical ou obsédant, mais intentionnel. Quelqu'un avait choisi cette chanson pour une raison précise et avait placé un symbole de souvenir sur la tombe. Elle marque une pause, la laine tirant légèrement entre ses doigts. Une chanson, une fleur, une tasse et une chaîne, murmura-t-elle. Des choses si sentimentales, et pourtant, le sentiment a été à l'origine de plus de méchanceté que de haine. Son chat s'agita à ses pieds, et Miss Marple regarda vers la fenêtre sombre. De l'autre côté du village, une lumière brûlait encore dans le bureau du presbytère. Trop tard pour la prière, trop tôt pour la paix. Trop tard pour la prière, trop tôt pour la paix, répéta doucement Miss Marple, jetant un dernier coup d'œil vers la lumière vacillante du bureau du presbytère. Le tricot glissa doucement de ses genoux, tandis qu'elle se levait. Son esprit ressassant les petits détails silencieux, un disque caché dans l'église, une chaîne brisée dans le tablier d'une jeune fille, et une chanson qui parlait quand son interprète était muet. Le lendemain matin, Madame Murch, la gouvernante du vicaire, fut aperçue marchant d'un pas vif dans la grande-rue, le visage crispé par l'indignation. « Je ne laisserai pas ma réputation ternie par des histoires de fantômes », déclarait-elle à qui voulait l'entendre. « J'ai servi le révérend 15 ans, et je n'ai jamais touché aux clés de l'église. Moi non plus. » Ces paroles, comme prévu, ont atteint toutes les portes de Little Brenton à midi. Chez le marchand de fruits et légumes,
Lily Brett s'efforçait de garder la tête basse, triant les pommes en piles bien nettes. Madame Denham, faisant semblant d'inspecter les fruits, se pencha vers elle. « Tu servais aux funérailles, n'est-ce pas, Lily? Tu devais être vraiment très pauvre. As-tu vu qui est parti avant la fin de la cérémonie ?» Les mains de Lily hésitaient au-dessus des pommes. « Non, madame, je servais du thé après. »« C'est bizarre, ce chant. Mon mari dit que c'était des interférences radio, mais je dis que certaines choses ne s'expliquent pas. » Lily força un sourire, mais ses jointures blanchirent autour de l'anse du panier. Du fond du comptoir, Miss Marple observait en silence sa liste de courses oubliée à la main. Les ragots, elle le savait, étaient un leçon du village. Le ton, le choix des mots, même les noms dits, étaient souvent plus révélateurs que les aveux. « 3 onces de sucre d'orge, s'il te plaît, Lily, » dit-elle doucement. Lily sursauta. « Oh, oui, Miss Marple, désolée, je ne vous avais pas vu entrer. J'imagine que tu as beaucoup de choses en tête. Tu portes une chaîne délicate, ma chère, et elle est parfaitement raccommodée. » Les doigts de la jeune fille se portèrent instinctivement à sa gorge, où reposait maintenant la chaîne en or, réparée. « C'était un cadeau, » murmura-t-elle. Miss Marple sourit faiblement. Les cadeaux peuvent parfois être un fardeau. Cet après-midi-là, le vicaire rendit de nouveau visite à Mademoiselle Marple, portant une liasse de papiers paroissiaux. « Nous avons fouillé dans les tiroirs de la sacristie, » expliqua-t-il, « et avons trouvé ceci caché sous les registres de la chorale. » À l'intérieur du dossier se trouvaient d'anciens registres de chorale, des programmes et une photo sépia montrant une Madame Pym beaucoup plus jeune, entourée de choristes. Son expression, sereine mais attentive, attira immédiatement le regard de Mademoiselle Marple. Mais ce n'était pas Madame Pym qui retenait son attention, mais la femme à côté d'elle. Une jeune soprano remarquable, les cheveux relevés, portait à son col un camélia rouge. « Qui est-elle » demanda Miss Marple. Le vicaire fronça les sourcils. Ce devait être Evelyn Marsh, autrefois la meilleure amie de Madame Pym. Elle chantait en duo, assistait à des récitals ensemble. Mais Evelyn avait déménagé après l'affaire du testament de M. Pym. Un désagrément concernant un héritage promis, je crois. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement tandis qu'elle écoutait. Et est-elle revenue à Little Brenton récemment? Le vicaire parut surpris. Eh bien oui, je l'avais vue il y a seulement 2 semaines, chez sa cousine, au vieux presbytère. Je n'avais pas réalisé que c'était la même Evelyn jusqu'à maintenant. Les gens changent moins qu'ils ne le pensent, révèle, murmura Miss Marple. Surtout en matière d'orgueil. Le soir, un curieux spectacle attendait l'agent Reeves lorsqu'il passa devant le cimetière. La porte de la sacristie était entr'ouverte, la lumière se déversant par l'étroite fente du vieux vitrail. À l'intérieur, il trouva le vicaire qui faisait les 100 pas. « Je pensais avoir verrouillé cette porte, » dit Reeves sèchement. « Je le croyais, » répondit le vicaire, pâle et las. Mais à mon retour du souper, le loquet était ouvert. Rien ne semblait déranger, sauf il fit un geste vers la tribune du chœur. Quelqu'un est monté là-haut. Les 2 hommes gravissent les étroites marches de bois, les planches craquant sous leur poids. Au sommet, une bougie vacillait encore à côté d'un recueil de cantiques ouvert. Dans la marge, quelqu'un avait écrit au crayon délavé. « On ne peut pas enterrer ceux qui chantent encore. » Reeves siffla doucement. Ce n'était pas là hier. Miss Marple apparut au pied des marches, sa voix douce s'élevant vers le ciel. « Pardonnez-moi de vous déranger, messieurs, mais je passais et j'ai vu la lumière. » Elle examina la ligne griffonnée. Un sentiment étrange à laisser dans une église, vous ne trouvez pas? Moitié pénitence, moitié défi. Le vicaire avait l'air secoué. Je ne sais pas qui il serait, à part ce garçon de la chorale.
un peu espiègle. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le moignon de la bougie, la cire toute neuve, sans trace de suie. « Non, dit-elle doucement. Ceux qui étaient intervenus ici ce soir voulaient m'en se souvenir, pas plaisanter. Ces mots s'adressent aux morts, ou peut-être à eux-mêmes. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise dans son salon avec une tasse de tisane à la camomille. La photo de la chorale étalée devant elle. Elle remarqua de nouveau le camélia épinglé au col d'Evelyn Marsh. Sur une autre photo accrochée à sa cheminée, une photo beaucoup plus ancienne, prise au village de St. Mary Meads, avait elle aussi fait scandale autour d'une fleur de soie rouge. La ressemblance était troublante. C'est curieux, songea T.L., comme certaines femmes arborent leur défi comme une fleur. Toujours visible, toujours parfumée. Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, Lily Brent se tenait sur le seuil, tremblante, les yeux écarquillés de peur. « Miss Marple, » murmurait-elle en serrant le col de son manteau, « ne me prenez pas pour une idiote, mais quelqu'un est entré dans ma chambre. Mon tiroir était ouvert et la chaîne a encore disparu. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Disparu ? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? » ?»« Après le dîner. Je l'enlève toujours avant de me coucher. Mais maintenant, il a disparu et le loquet de la fenêtre était défait. Rien d'autre n'est perturbé. »« Non, madame. » Seule Lily hésitait. Il y avait une odeur de parfum, comme de vieilles fleurs. « Des camélias ?» demanda doucement Miss Marple. La fille cligna des yeux. « Oui. Comment le savais-tu » La main de Miss Marple se posa doucement sur le bras de la jeune fille. « Car, ma chère, les odeurs, comme les secrets, ont tendance à persister là où on ne les désire pas. » Après le départ de Lily, Miss Marple resta longtemps à sa fenêtre, contemplant le clocher de l'église se découpant sur la lune. La pluie avait cessé, laissant la nuit claire et nette. Quelque part au loin, un hibou cria une fois, puis 2 fois. En contrebas, une ombre traversait l'allée de l'église. Grande, vive, indéniablement féminine, elle tenait à la main un petit objet brillant. Miss Marple ferma le rideau et attrapa son châle. « J'aimerais beaucoup entendre sa version de la chanson, » murmura-t-elle. Miss Marple resserra son châle autour de ses épaules en sortant dans l'air vif de la nuit, suivant du regard la silhouette qui s'éloignait dans le chemin. La femme avançait rapidement, résolument, ses talons claquant comme des métronomes sur les pavés mouillés. Même de loin, la faible lueur d'une fleur rouge au col de son manteau était visible sous la lumière de la lampe. Lorsque Miss Marple atteignit le portail du cimetière, la silhouette avait disparu au détour du virage menant au cottage du presbytère. Seul persistait un parfum riche, doux, indéniablement celui du camélia. Elle sourit intérieurement. « Alors, » murmura-t-elle, « le passé a finalement décidé de revenir. » Le lendemain matin, le presbytère était en pleine effervescence. Madame Murch avait découvert des traces de pas boueuses dans le couloir, allant de la porte de derrière à la fenêtre du bureau. « Pas les miennes, révérend, » insista-t-elle en se tordant les mains. « J'ai frotté ce sol moi-même hier soir. Quelqu'un rôde. » L'agent Reeves examina les empreintes et fronça les sourcils. Une chaussure de femme, petite pointure. Talons étroits, bout pointu. Pas celle de la gouvernante, c'est sûr. Le vicaire jeta un regard impuissant vers Miss Marple, invité à prendre le thé sous prétexte de conversation réconfortante. « Vous imaginez à quel point c'est pénible, » dit-il. « Je ne vois aucune femme qui puisse être dehors à cette heure-là. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement. Les gens qui voyagent à des heures indues ont généralement une bonne raison, révérend. Parfois une bonne, parfois une mauvaise. Reeves s'éclaircit la gorge. On raconte que c'était peut-être la nouvelle venue, Madame Evelyn Marsh.
On l'a vue récemment au village. Elle a emménagé dans la maison de son cousin, près du vieux presbytère. Elle porte une fleur rouge à son col, paraît-il. Madame March, répéta doucement mademoiselle Marple. Oui. Je crois qu'elle et madame Pym ont partagé une histoire plutôt mélodieuse. Le gendarme hocha la tête. C'est ce que j'ai entendu dire. Ils étaient rivaux, n'est-ce pas? Dans la chorale et en dehors. Le vicaire toussa nerveusement. Ça, c'est des vieux ragots, Reeves. Mieux vaut les laisser là où ils sont. Mais l'expression de Miss Marple était pensive. Le problème avec les vieux ragots, révérend, c'est qu'ils restent rarement enfouis. Ils ont tendance à refleurir comme des camélias. Plus tard dans la journée, Miss Marple rend visite au cottage du presbytère. Elle trouva madame March en train de tailler son jardin, avec un sécateur en argent. Même en plein jour, son élégance était saisissante, grande, posée, ses cheveux noirs, joliment méchés de gris. Le camélia rouge brillait sur son pelage noir, ses pétales impeccables. « Bonjour, dit Miss Marple d'un ton enjoué. Quel travail faites-vous? Faites une belle matinée pour tailler. » Madame March sourit faiblement. « Cela m'aide à réfléchir, Miss Marple. Je trouve les jardins honnêtes. Ils vous disent ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. C'est tout à fait vrai. J'ose dire que certains souvenirs sont comme des mauvaises herbes qu'on ne parvient jamais à arracher complètement. » Une lueur traversa les yeux de la femme. Tout à fait. Elles discutèrent un moment de choses anodines. La météo, l'état du toit de l'église, le prix du thé. Pourtant, sous chaque phrase, Miss Marple percevait la retenue mesurée d'une femme qui pesait ses mots. Finalement, observatoire nonchalamment, j'ai entendu une chose extraordinaire. La musique des funérailles de madame Pym, enregistrée et cachée dans la sacristie. Quel sentiment! Vous la connaissiez bien, je crois. Les ciseaux de madame March s'immobilisèrent en plein vol. Autrefois, dit-elle doucement, il y a longtemps, avant qu'elle ne choisisse d'autres allégeances. Miss Marple pencha la tête. Une amitié perdue peut être une blessure qui ne guérit jamais complètement. Un sourire amer se dessina sur les lèvres de la femme, ou un soulagement qu'il lui faudra des années pour admettre. « Avez-vous assisté à ces funérailles ?»« Non, dit-elle rapidement. Je ne pouvais pas. J'étais indisposée. »« Ah !» murmura Miss Marple. « Quel malheur !» C'était un événement mémorable. Même la défunte semblait se faire entendre. Les mains de madame March tremblaient légèrement, tandis qu'elle reprenait la coupe. « On croira ce qui nous réconforte, Miss Marple. Les morts ne sont jamais satisfaits, tant que les vivants ne cessent de poser des questions. » Ce soir-là, Reeves arrive au cottage de Miss Marple avec une feuille pliée. « J'ai trouvé ça dans le grenier de l'église cet après-midi, » dit-il d'un ton sombre. « La même écriture que la dernière fois, je suppose. » Miss Marple déplia le mot. On pouvait y lire. La chanson ne lui appartenait pas. Elle l'étudia en silence, puis demanda « Est-ce que quelqu'un a été vu près de l'église ?» Seule Lily Brent. Elle a dit qu'elle épouserait les bancs. Elle a l'air nerveuse comme un chat, celle-là. « Pauvre Lily, » dit doucement Miss Marple. La culpabilité et la peur se ressemblent terriblement sur les jeunes visages. Reeves fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle cache quelque chose ?»« Je crois, » répondit-elle, « qu'elle sait quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. » L'après-midi suivant, le cimetière était baigné de soleil, l'air embaumé du parfum de la terre, retourné et des premières fleurs. Lily était allée déposer des fleurs fraîches sur la tombe de madame Pym, des marguerites blanches, simples et sincères. Elle s'agenouilla silencieusement, ignorant qu'on l'observait depuis le portail du cimetière. Miss Marple, debout à quelques mètres, remarqua la raideur dans les mouvements de la jeune fille, la façon dont son regard se porta une fois vers les vitraux de l'église. « Elle attend quelqu'un, » murmura Miss Marple. Quelques instants plus tard, le portail grinça.
Evelyn Marsh entra, sa main gantée tenant un camélia rouge. Lily se leva brusquement, serrant son châle. « Mademoiselle Brent, » dit Evelyn d'une voix douce, « ne soyez pas si surprise. Je suis venue vous présenter mes respects. » Les lèvres de Lily tremblaient. « Tu ne devrais pas être là. Ne devrais-je pas? J'ai chanté à ses côtés pendant des années. J'en ai parfaitement le droit. Elle n'aurait pas voulu de toi, » murmura Lily. « Pas après ce que tu as fait. » Un bref silence s'écoula entre eux. Puis Evelyn rit doucement. « Tu es un enfant. Tu n'y connais rien. » Miss Marple perçut une légère note de cruauté sous les rires, comme un accord dissonant dans un hymne. Alors que Evelyn se retournait pour partir, elle laissa le camélia tomber sur la tombe. Il atterrit près des pâquerettes de Lily, brillant comme une blessure. Ce soir-là, Miss Marple était assise devant son feu, repensant à la rencontre de l'après-midi. Deux femmes tremblantes, l'une inflexible, et une fleur déposée délibérément, là où une autre avait été déposée. Ce n'était pas un acte de deuil, c'était une revendication. Elle ressortit la photo de la chorale et la posa à côté des deux notes du jubé. L'écriture, bien que dissimulée, avait la même inclinaison que les signatures des anciennes listes de chorale. Celle d'Evelyn, Marsh, audacieuse et bouclée. « Alors c'est toi, » murmura Miss Marple. « Mais pourquoi ressusciter le passé s'il n'a pas encore de pouvoir sur les vivants ?» On frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, l'agent Reeves se tenait là, chapeau à la main. « J'ai pensé que vous voudriez le savoir, mademoiselle Marple, » dit-il d'un ton sombre. « Le gramophone de l'église a été volé. Tout s'est passé sans laisser de traces. » Le regard de Miss Marple dérivait vers la ruelle sombre, où une légère odeur de parfum persistait encore dans l'air. Puis, dit-elle doucement, le prochain couplet de la chanson de la veuve est sur le point d'être chanté. Le prochain couplet du chant de la veuve allait être chanté, avait dit Miss Marple, et elle avait raison, car avant que l'horloge du clocher ne sonne 8 heures le lendemain matin, l'agent Reeves était de retour à sa porte, la pluie dégoulinant du bord de son chapeau, le visage blême d'excitation. « Elle a avoué, Miss Marple. Lily Brent a avoué. » Miss Marple leva les yeux de son plateau, l'air doux. « Reeves avoué? À quoi, exactement? » Pour écouter le gramophone à l'enterrement. Elle a dit que c'était elle qui avait fait jouer la voix de Madame Pym sur le disque. Elle pensait vouloir honorer sa mémoire. Il s'est éclairci la gorge. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas expliquer comment le disque a été caché à nouveau, ni comment il a été enregistré. Miss Marple s'est tamponné les lèvres avec une serviette. Et a-t-elle expliqué pourquoi? Par affection, prétend-elle. Mais le vicaire n'en est pas si sûr. Il dit qu'elle était proche de Madame Pym durant ces derniers mois, l'aidant à s'occuper du cottage. Il suppose qu'il a peut-être été question d'héritage, ce genre de choses. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Quand les jeunes femmes parlent d'affection pour le vieux Reeves, il y a généralement du vrai. Mais lorsqu'elles tentent de le prouver, c'est là qu'il faut écouter attentivement. Reeves fronça les sourcils. « Tu ne penses pas qu'elle l'a fait ?»« Oh, je crois qu'elle a fait quelque chose, » dit Miss Marple en se levant et en attrapant son manteau. Mais les confessions, comme les chansons, dépendent beaucoup de la tonalité dans laquelle elles sont chantées. Dans le petit bureau du gendarme, attenant au bureau de poste, Lily Brent était assise, voûtée sur une chaise en bois, les yeux rouges, les mains tordant un mouchoir humide. Reeves se tenait à proximité, s'efforçant d'avoir un air à la fois autoritaire et bienveillant. « Je ne voulais effrayer personne, » dit Lily d'une voix tremblante. Madame Pym fredonnait cette chanson tout le temps quand je lui apportais du thé. Elle disait que c'était le chant de son cœur. Alors j'ai pensé que ce serait approprié pour l'enterrement. Miss Marple entra discrètement, saluant Reeves d'un signe de tête. « Ma chère, » dit-elle doucement, « avez-vous eu accès à la sacristie avant la cérémonie ?» Lily hésite. « Peut-être, oui. J'aide parfois au ménage. La clé est dans le bureau du vicaire.
Mais je jure que je voulais juste faire preuve de gentillesse. Et le disque? Je l'ai trouvé un jour dans le tiroir du salon de Madame Pym. Elle m'a dit de ne jamais y toucher. Mais après sa mort, j'ai cru que Lily s'était peut-être effondrée, tremblante. Oh, Miss Marple, je voulais juste qu'on se souvienne d'elle. Miss Marple la regarda avec une pitié silencieuse. Et elle le sera, ma chère. Mais dites-moi, comment avez-vous trouvé le disque? Triste, murmura la fille, et en colère, comme si elle regrettait quelque chose qu'elle ne pouvait pas réparer. Miss Marple hocha lentement la tête. Oui, ça me semble juste. Reeves s'éclaircit la gorge. Si elle dit vrai, une énigme est résolue. Peut-être, dit Miss Marple. Mais ce sont rarement les petits gestes qui comptent, Reeves. C'est ce qu'ils étaient censés cacher. Plus tard dans la journée, Miss Marple rend visite au vicaire. Il semblait agité, arpentant son bureau, une lettre à la main. Une autre note, je suppose, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Remise en main propre ce matin, sans signature. Il est écrit que le pardon ne vous appartient pas. Miss Marple examina le journal. Le même scénario en boucle que précédemment. Notre mystérieux correspondant s'impatienta. Cela signifie généralement que la fin est plus proche qu'il ne le pense. Le vicaire s'affaisse sur sa chaise. Mademoiselle Marple, je crains que cela ne détruise la paix du village. Les gens parlent et s'accusent déjà. La pauvre Lily sera ruinée, coupable ou non. La réputation, dit doucement Miss Marple, est le bien le plus fragile, révérend. Elle se brise plus facilement que la Chine et blesse bien plus profondément. Ce soir-là, Miss Marple rend de nouveau visite à Madame Marsh. Celle-ci l'a reçue dans un salon rempli de partitions défraîchies et d'un léger parfum. Un gramophone trônait près de la fenêtre, un modèle ancien, mais impeccable et fonctionnel. « Comme c'est joli », dit Miss Marple en admirant l'appareil. J'ai toujours pensé que la musique avait le pouvoir étrange de réveiller ce qui aurait dû être oublié. Le sourire de Madame Marsh était fragile. Certaines choses refusent de rester enfouies. Silence. J'ai cru comprendre que vous et Madame Pym partagez une passion pour la chanson. Les yeux de la femme clignèrent. Nous partagions beaucoup de choses. Ambition, admiration, rivalité peut-être. Mais c'était il y a des années. Les vieilles rivalités ont tendance à ressurgir sous des formes inattendues, songea Miss Marple. Dites-moi, ma chère, Madame Pym a-t-elle jamais sa voix? Madame Marsh a hésité juste assez longtemps pour que la vérité éclate. Oui, une fois, pour un concert de charité. J'ai encore la copie quelque part. Comme c'est sentimental de votre part, dit aimablement Miss Marple. Et pourtant, on pourrait dire qu'il est dangereux que tant de malentendus naissent d'une voix entendue après son heure. Je n'ai rien fait de mal, dit sèchement Madame Marsh. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, répondit Miss Marple. Mais vous êtes déjà allé près de l'église à des heures indues, n'est-ce pas? Je marche la nuit, ça me vide l'esprit. Miss Marple sourit doucement. Bien sûr, une conscience tranquille a besoin de peu d'exercice, mais elle apprécie un changement d'air. À son retour, Mademoiselle Marple trouva l'agent Reeves, qui l'attendait à son portail. « Miss Marple, quelque chose d'autre est arrivé. Le médaillon de la chaîne a été retrouvé. » Ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Où? Dans l'étang du cimetière. Le fils de Tom Pike l'a trouvé cet après-midi. Et à l'intérieur. » Reeves déglutit. Une photo est effacée, mais on la distingue encore. Il s'agit de Madame Pym et d'une autre femme, bras dessus, bras dessous. On dirait Evelyn Marsh. « Ah !» murmura Miss Marple. « Un signe d'amitié, ou peut-être un rappel de trahison. C'est drôle, comme l'amour et le ressentiment partagent si souvent le même cadre. » Reeves soupira. « Que faisons-nous maintenant ? La confession de Lily ne semble pas correspondre au reste. » Miss Marple resserra son châle autour d'elle.
On attend. Ceux qui tentent des pièges oublient souvent qu'ils sont dedans. Cette nuit-là, un orage balaya Little Brenton, arrachant des branches aux arbres et faisant trembler les volets. Au presbytère, une seule lumière brûlait après minuit. Une silhouette s'avançait derrière les rideaux, mince, rangeant délibérément quelque chose dans une valise. Depuis la rue en contrebas, invisible, Miss Marple observa Evelyn Marsh ouvrir sa porte, jeter un coup d'œil à droite et à gauche, puis sortir au vent, une mallette en cuir serrée à la main. Partie avant le dernier couplet, Miss Marple murmura « Quel désagrément pour le public !» Elle se retourna vers le verre, son esprit arrangeant déjà les notes de ce qu'elle soupçonnait maintenant être une harmonie de tromperie, de ressentiment et de culpabilité déguisée en dévotion. Et quelque part, faiblement à travers la tempête, une mélodie s'éleva à nouveau, la même voix, chantant The Ash Grove, dérivant de l'église sombre. Miss Marple marque une pause. « Ce n'est pas un fantôme », murmura-t-elle. La mélodie du bosquet de cendres résonnait encore faiblement sous la pluie lorsque Miss Marple atteignit le porche de l'église. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, une seule bougie brûlait sur la chaire, sa flamme tremblant sous le courant d'air. Le gramophone, quant à lui, était soigneusement posé sur le banc de devant, comme s'il était placé là pour inspection. Miss Marple resta immobile, à l'écoute. La voix sur le disque était désormais indubitablement celle de Madame Pym, claire et envoûtante, mais entrecoupée de légers crépitements de distorsion. Elle attendit que la dernière note s'éteigne avant d'avancer. Sur le couvercle reposait un mouchoir plié, monogrammé EM. « En effet, murmura-t-elle, une confession d'un autre genre. » Au matin, l'agent Reeves avait de nouveau sécurisé la sacristie, même s'il était à bout de nerfs. « C'est de la sorcellerie, voilà ce que c'est, » marmonna-t-il. « D'abord ça disparaît, puis ça réapparaît. On se moque de nous. »« Pas de sorcellerie, Reeves, » dit doucement Miss Marple. « Juste un rappel. » Elle se pencha sur le gramophone. Le bord du disque était maintenant ébréché, comme s'il avait été retiré et remis en place à la hâte. « Dites-moi, » ajouta T.L. doucement, « a-t-on vu Madame Marsh aujourd'hui ?»« Pas depuis l'orage d'hier soir, » dit Reeves. « Le pasteur dit qu'elle n'est jamais venue à l'église ce matin. Et Lily Brent est introuvable non plus. »« 2 absences, » murmura Miss Marple. « D'après mon expérience, les absences parlent bien plus fort que les présences. » En milieu d'après-midi, Miss Marple emprunta le chemin boueux jusqu'au cottage de Madame Pym, une petite maison recouverte de lierre, vide depuis les funérailles. Elle avait obtenu l'autorisation du vicaire d'entrer, par souci de clarté morale, comme il l'avait dit, même si Reeves l'avait suivi à contre-cœur. L'air intérieur était lourd de poussière et de désuétude. Le salon sentait légèrement la lavande et la fumée de charbon, et l'horloge sur la cheminée marquait 6h30. Miss Marple s'agitait silencieusement, son regard parcourant les photographies, les bibelots en porcelaine et les partitions soigneusement empilées sur le piano. « Regarde ça », dit soudain Reeves. Il avait ouvert un tiroir sous le secrétaire et en avait sorti une petite pile d'enveloppes reliées par un ruban. Des lettres, des dizaines, toutes adressées à Madame Marsh. Miss Marple les prit avec délicatesse. Le plus ancien datait de 12 ans, le plus récent d'1 mois seulement avant la mort de Madame Pym. Chacun était écrit de la même main que Madame Pym et se terminait par un curieux refrain. « Si je suis parti, vous vous souviendrez de moi par la chanson que nous avons partagée. » Reeves siffla. « Ça ressemble à de la culpabilité, à mon avis. »« Ou du désir, » dit doucement Miss Marple. « Ils se ressemblent si souvent sur le papier. » Alors qu'elle tournait la dernière enveloppe, quelque chose se détacha en volant un camélia rouge pressé, cassant et fané. Miss Marple le contempla un long moment. « C'est ainsi que tout a commencé, » murmura-t-elle.
2 femmes, une fleur et une promesse qui a tourné court. Ils poursuivirent leurs recherches et découvrirent que la chambre était restée intacte depuis les funérailles. Le lit était soigneusement fait et la porte de l'armoire entr'ouverte. À l'intérieur, Miss Marple découvrit un coffret en velours vide, doublé de satin bleu. « Un coffret à bijoux ?» demanda Reeves. « Oui, » répondit-elle. Et parmi les creux, quelque chose de petit, ovale. Un médaillon, je crois. Celui qui est apparu dans l'étang. Exactement. Ce qui signifie que celui qui l'a pris ici est revenu plus tard pour s'en débarrasser. Un choix curieux, non? On cache ce qu'on craint de voir découvert. Reeves s'est gratté le menton. Et Madame Marsh l'a volé? Miss Marple secoua la tête. Si elle l'avait fait, elle l'aurait gardé ou détruit. Non, Reeves, c'est quelqu'un qui voulait détourner les soupçons. Un esprit clair, peut-être, ou craintif. Elle se dirigea vers le salon où un léger bruit étouffa le grincement du plancher de son fauteuil. Reeves se tendit, la main sur sa matraque. Miss Marple fit signe de se taire et poussa la porte du salon. Lily Brent se tenait près de la fenêtre, pâle comme du lin, serrant une photo déchirée. « Lily !» aboya Reeves. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La fille halète. Je ne voulais pas dire. Ses yeux passèrent de Miss Marple au bureau. Je suis venu le remettre en place. Le ton de Miss Marple était calme. « Remettre quoi, ma chère ?» Lily bégayait. Madame Pym l'avait écrit la veille de sa mort. Elle m'avait dit de l'envoyer à Madame Marsh s'il lui arrivait quelque chose. Mais quand je l'ai ouvert, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais juste savoir pourquoi elle avait peur. Miss Marple tend doucement la main. Et que dit-elle? Les lèvres de Lily tremblaient. Une seule phrase. « Tu ne peux pardonner ce que tu as désiré. » Je ne la comprenais pas. Je pensais que si je la cachais, personne ne le saurait. Reeves poussa un long soupir. C'est un aveu de manipulation, Miss Marple. Le regard de la vieille dame, cependant, restait pensif. Non, Reeves. C'est comme un appel à l'aide. Elle se tourna vers Lily. « Tu tenais à Madame Pym, n'est-ce pas ?»« Oui, » murmura la fille. « Elle était gentille. Elle disait que je lui rappelais sa jeunesse. Et est-ce qu'elle t'a déjà parlé de Madame Marsh ?» Lily hésite. Seulement qu'elle lui avait fait du tort autrefois, il y a longtemps. Une histoire d'amour et de fierté. Elle disait que ça n'avait jamais été pardonné. Miss Marple hocha lentement la tête. Les vieux ressentiments sont comme l'humidité des murs. Ils s'infiltrent, même après de nombreuses retouches. Après que Lily eut été raccompagnée chez elle, Miss Marple s'attarda dans le salon du cottage. Le crépuscule tombait et la pièce semblait absorber les ombres. Son regard se posa de nouveau sur le piano. Une partition était ouverte dans le bosquet des cendres, les bords usés, l'encre légèrement tachée. Un léger parfum de camélia flottait aux pages. Elle appuya sur une touche et une note grave et lugubre retentit. Une autre, une mélodie incomplète, suivit. Puis elle remarqua que le couvercle du piano était légèrement soulevé. À l'intérieur, sous les cordes, se trouvait un morceau de papier plié, lesté par un diapason. Le dépliant soigneusement, elle lut. « Pour celui qui écoute vraiment, que la chanson se termine là où elle a commencé. » Les lèvres de Miss Marple se retroussèrent, légèrement. « Ce n'était donc pas seulement du chagrin, » dit-elle. C'était un souvenir, et quelque chose d'inachevé. Elle glissa le mot dans son sac à main et referma doucement le couvercle du piano. Dehors, le vent se levait de nouveau, emportant l'odeur de la pluie et le faible tintement de la cloche de l'église. Lorsqu'elle sortit sur le chemin, elle aperçut une silhouette debout au carrefour, la silhouette d'une femme, immobile et pleine d'espoir, une fleur rouge brillante contre le crépuscule qui s'installait. Miss Marple resserra son crâne. « Enfin, murmura-t-elle, notre soliste revient sur scène. Enfin,
Notre soliste revint sur scène, murmura Miss Marple en approchant du carrefour. La femme resta immobile jusqu'à ce que Miss Marple soit à quelques pas. C'était Evelyn Marsh, son manteau serré sur elle, l'air mi-provocateur, mi-fatigué. Le camélia brillait même dans l'obscurité, aussi brillant qu'une goutte de sang. « Alors c'est vous, Miss Marple, » dit-elle doucement. « Je pensais que quelqu'un viendrait. »« C'est souvent le cas, » répondit Miss Marple. « Les tempêtes ont tendance à faire remonter à la surface de vieux objets. Des objets comme des souvenirs. » Le regard d'Evelyn se porta vers le chemin menant au cottage de Madame Pym. Elle ne me laissait aucun répit, même après sa mort. « Peut-être qu'elle t'a laissé autre chose, » dit doucement Miss Marple. « Une chance de te racheter. » Les lèvres de la femme se pincèrent. « Tu ne comprends pas. Agatha était cruelle. Elle avait tout respect, affection, même pitié, et pourtant, elle voulait s'approprier le passé. Ce disque, cette chanson, c'était sa façon de me rappeler ce que j'avais pris. » Miss Marple pencha la tête. « Pris ? L'affection de son mari, » murmura Evelyn, « et elle ne me l'a jamais pardonné. » Il y eut un long silence. Seul le vent soufflait, tirant sur le bas du manteau d'Evelyn. « Le pardon, » dit doucement Miss Marple, « est un mot que nous utilisons lorsque nous sommes déjà jugés. » Les mains d'Evelyn tremblaient. « Tu crois que je l'ai tué, n'est-ce pas ? Tout le monde le pense. »« Je pense, » dit Miss Marple, « que Madame Pym est morte de ses propres faiblesses. Mais je pense aussi que quelqu'un ici s'est donné beaucoup de mal pour rendre sa mort plus dramatique qu'elle ne l'était. » Les yeux d'Evelyn se plissèrent. « Alors peut-être devriez-vous regarder plus près de chez vous, Miss Marple. Tous les innocents ne le sont pas. » Et avant que Miss Marple ne puisse répondre, la femme se retourna et marcha rapidement dans le brouillard, disparaissant sur la route en direction de l'église. Le lendemain matin, le village était à nouveau en émoi. La gouvernante du vicaire fit irruption dans le bureau du connétable, blanche comme la craie. « Elle est partie !» s'exclama-t-elle. « Madame Marsh, sa chaumière est vide, le lit est défait, les tiroirs sont rangés, la porte est grande ouverte. » L'agent Reeves jura doucement. « Elle s'enfuit, hein ? La culpabilité fait réagir les gens. » Miss Marple, venue remettre la note de piano qu'elle avait trouvée, secoua la tête. « Non, Reeves. La culpabilité se cache et ne fuit pas. La fuite, c'est la peur. » « Peur de quoi ? » ?»« Découverte, » dit-elle simplement. « Ou peut-être de répétition. » Reeves cligna des yeux. « Répétition ?» Miss Marple sourit faiblement. « Tu verras. » Ce soir-là, une épaisse brume recouvrit Little Brenton. Les rues se vidèrent tôt, les lumières tamisées derrière des rideaux de dentelle. Pourtant, au loin, la cloche de l'église sonna encore et encore. L'agent Reeves, faisant sa ronde, s'arrêta devant le portail. « C'est drôle, » marmonna-t-il. Le vicaire avait dit qu'il ne sonnerait pas ce soir. Il poussa la porte de l'église. L'intérieur était sombre, à l'exception de la faible lueur d'une bougie sur l'autel et du gramophone, de nouveau soigneusement placé devant. Le disque tournait silencieusement tandis que l'aiguille atteignait son extrémité et claquait doucement en rythme. Puis un son perça le silence du cri d'une femme, aigu et surpris, provenant de quelque part près de la tribune du chœur. Reeves monta les marches étroites en courant. « Qui est là ? Montre-toi !» Une ombre se déplaça et il trouva Lily Brent blottie derrière l'orgue, les yeux écarquillés de terreur. « Je n'ai pas fait ça !» sanglotait-elle. « Je suis venue parce que je l'ai entendue chanter à nouveau. Je me suis dit, oh, je pensais qu'elle reviendrait. »« Qu'est-ce que tu veux dire par elle ?» demanda Reeves. Avant qu'elle puisse répondre, des pas résonnèrent en contrebas. La voix calme de Miss Marple s'éleva. « On dirait, Reeves, que tu n'es pas le seul à être attiré par la musique. » Elle atteignit le loft juste au moment où Reeves aidait Lily à se relever. Par terre, à côté d'eux,
gisait un gant unique en cuir de chevreau fin, humide au bout des doigts. Miss Marple le ramassa. « À Madame Marsh, dit-elle doucement. Et encore chaud ?» Reeves le fixa. « Elle était donc là, à l'instant ?»« Tout récemment, » murmura Miss Marple. « Et contre son gré, je crois. » Une demi-heure plus tard, le cimetière grouillait de lanternes. Les villageois, réveillés par le tumulte, se rassemblèrent en groupes effrayés. Reeves et 2 hommes fouillent le terrain, tandis que Miss Marple se tient devant le portail, l'air indéchiffrable. « Elle a dû tomber, » dit enfin Reeves, appelant depuis les ifs. Il y a un chemin près du ruisseau, aussi glissant que du verre. Ils trouvèrent Evelyn Marsh allongée au bord de l'eau, la main tendue comme pour attraper quelque chose hors de sa portée. Le camélia rouge avait disparu, ses pétales éparpillés sur la berge. Son pouls était faible mais régulier. « Elle est vivante, » dit Reeves. « Allez chercher le docteur Parry. » Miss Marple s'agenouilla près de la femme, écartant une mèche de cheveux mouillés de son visage. La chanson a une coda plus longue que tu ne l'imaginais. « Ma chère, » murmura-t-elle. Evelyn remua faiblement. « Je ne voulais pas. Ce n'était pas censé. » La main de Miss Marple reposa légèrement sur la sienne. Silence maintenant. « Garde ça pour quand tu auras chaud. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise dans le bureau du vicaire tandis que Reeves séchait son manteau près du feu. « Vous allez me trouver bête, » dit-il, « mais on dirait que tout le village est devenu fou. Chaque fois qu'on ferme une porte, une autre s'ouvre. » Miss Marple sourit faiblement. « C'est la nature humaine, Reeves. Les gens raffolent des histoires inachevées. » Il fronça les sourcils. « Alors, quelle est ta théorie ? Que Marsh a essayé de piéger la fille, ou que Lily travaillait avec elle. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Ni l'un ni l'autre. « Je crois que Madame Marsh est venue à l'église pour affronter quelque chose ou quelqu'un, et ce fut la panique. Mais une chose est sûre maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Elle n'était pas seule, dit Miss Marple. Quelqu'un d'autre savait qu'elle était venue. Quelqu'un qui voulait son silence ou sa culpabilité. » Reeves se pencha en avant. « Tu parles des lettres ? » ?»« Ou ce qu'ils ont caché, » répondit Miss Marple. « Refuser de pardonner peut être aussi dangereux que se venger, Reeves. Parfois, c'est la même chose, mais déguisée. » Dehors, l'orage s'était calmé, ne laissant derrière lui que le doux crépitement de la pluie. Minuit sonna. Miss Marple se leva et ramassa son châle. « Où vas-tu » demanda Reeves. « Au cottage, » dit-elle. « J'aimerais revoir le salon de Madame Pym, et plus particulièrement le piano. »« Le piano ? Mais on l'a déjà cherché ?» Miss Marple sourit. « Oui, mon cher Reeves. Mais nous l'avons cherché, il ne reste plus qu'à écouter. » Reeves cligna des yeux. « Écoutez ? Quoi ?» À la seule chose que le meurtrier avait oublié de taire, elle répondit doucement. Elle sortit dans la brume, son parapluie s'ouvrant brusquement pour se protéger de la bruine. Derrière elle, la cloche de l'église sonna d'un seul coup sourd, comme pour faire écho une dernière fois au chant de la veuve. Miss Marple avait répondu à la seule chose que le meurtrier avait oublié de taire, et 20 minutes plus tard, elle se retrouvait de nouveau dans le silence tamisé du salon de Madame Pym. La maison, fermée depuis les funérailles, embaumait les parfums des fleurs anciennes et de la poussière de charbon. Sa bougie projetait de longues ombres sur le papier peint délavé, où les portraits de membres de la famille disparus depuis longtemps semblaient se pencher, à l'écoute. Elle se dirigea droit vers le piano. Ses doigts gantés soulevèrent le couvercle et touchèrent la même touche que précédemment, la touche du milieu produisant le même son sourd et hésitant. Mais ce soir, elle ne s'arrêta pas là. Elle appuya sur une 2e note, puis sur une 3e, et marqua une pause. Une touche resta obstinément enfoncée, refusant de se relever. Miss Marple sourit faiblement. « Ah !» murmura-t-elle. « Vous cachiez donc un secret après tout. » Elle sortit ses petits ciseaux de couture
et les glissa délicatement sous la clé. Un morceau de papier plié en sort, jauni et mou par le temps. Il portait une seule ligne, écrite de la main de Madame Pym. La vérité est la seule chanson qui ne puisse être répétée. Derrière elle, le murmure de Reeves rompit le silence. Tu avais raison, c'est un message. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Miss Marple se retourna, la lueur des bougies illuminant ses yeux. Cela signifiait que notre veuve savait qu'on l'observait et qu'elle craignait que le silence lui coûte. Reeves fronça les sourcils. Observé? Par qui? Marsh? Peut-être. Ou peut-être par quelqu'un d'encore plus proche. Elle désigna les photos accrochées sur la cheminée. On a cru que cette liaison entre Madame Pym et Madame Marsh était au cœur de tout. Mais peut-être n'était-ce qu'une apparence. On chante souvent une chanson tandis que l'on fredonne une autre. Le lendemain matin, Petit Breton était en effervescence suite au dernier scandale. Evelyn Marsh avait repris connaissance, bien que faible et fiévreuse, et était sous la surveillance du gendarme au presbytère. La moitié du village prétendait qu'elle avait avoué avoir poussé Madame Pym dans les escaliers. L'autre moitié affirmait qu'elle avait été rendue folle par la culpabilité. Miss Marple, rejetant les deux théories, arriva au presbytère avec son sac à tricot et une expression de légère inquiétude. « Elle dort, la pauvre créature », dit le vicaire en la faisant entrer. Le médecin dit qu'elle murmure sans cesse des fragments de cette horrible chanson. Le bosquet de cendres, comme une malédiction. Miss Marple hocha la tête. Une conscience préfère souvent la mélodie au silence, plus facile à fredonner qu'à parler. Le vicaire parut peiné. Je n'arrive pas à comprendre comment une telle haine a pu naître entre deux femmes de foi. Ce n'était peut-être pas de la haine du tout, dit doucement Miss Marple, simplement de l'amour à l'envers. Quand Evelyn se réveilla, son regard se posa immédiatement sur Miss Marple. « Vous êtes venue me condamner », grogna-t-elle. « Ma chère, dit gentiment Miss Marple, je suis venue pour écouter. » La femme tourna la tête vers la fenêtre. On ne sait jamais ce que c'est que d'être celle qui a oublié. Elle n'a pardonné à personne, ni à son mari, ni à moi. Et quand j'ai essayé de me racheter, elle a ri. La voix de Miss Marple était basse. Alors tu es venue à l'église pour confronter sa mémoire. Evelyn hocha faiblement la tête. Le disque qu'elle m'avait laissé. Je pensais que si je le réécoute, ce serait fini. Mais quelqu'un d'autre était là. J'entendis la porte se fermer, sentis une main, puis plus rien. Reeves, qui se tenait près de la porte, se pencha en avant. Une main? De qui? Son regard se posa sur lui, effrayé. Il était petit. Celui d'une femme, elle murmura. Tu n'aurais pas dû revenir. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Une main de femme, répéta-t-elle, et petite. Cela réduit considérablement notre liste. Les yeux d'Evelyn se fermèrent à nouveau. Elle chanta, murmura. Elle chanta juste avant de me pousser. Reeves déglutit difficilement. Il a chanté? L'expression de Miss Marple devint pensive. Rares sont ceux qui chanteraient pour étouffer leur conscience, Reeves. Très peu. Cet après-midi-là, Miss Marple prend le thé avec le vicaire dans le jardin de l'église. La pluie avait laissé la terre fraîche et sombre, et un rouge-gorge sautillait près de ses chaussures. Elle l'observa distraitement, puis dit « Vous connaissez Lily Brent depuis son enfance, je crois. »« Oui, » dit le vicaire, mal à l'aise. « Une bonne fille, quoique influençable. Elle est arrivée au village après la mort de sa mère. Madame Pym l'avait prise sous son aile. En effet, c'est une forme d'adoption, n'est-ce pas? Une femme seule qui donne son affection là où elle donnait autrefois sa fierté. » Le vicaire la regarda d'un air sévère. « Tu crois que Madame Pym se souciait aussi d'elle, comme d'une fille ?» Miss Marple sourit faiblement. « Ou comme un miroir,
Parfois, les deux sont indiscernables. Elle sirotait son thé en regardant la brume flottant sur le cimetière. Reeves me dit que les lettres de Madame Pym à Madame Marsh étaient pleines de remords. Mais je me demande si elles n'étaient pas aussi empreintes de jalousie. Imaginez, révérend, voir quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique, devenir le gardien de vos secrets. Il fronça les sourcils. Tu veux dire que Lily savait ? Je crois que Lily savait quelque chose, et je crois qu'elle se croyait protectrice de la réputation de Madame Pym, les jeunes confondant souvent secret et loyauté. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village, Miss Marple fit une dernière visite à la petite chambre de Lily, au-dessus de l'épicerie. La jeune fille ouvrit la porte à contre-cœur, les yeux rouges. « J'ai entendu dire que Madame Marsh avait essayé de se faire du mal, » a-t-elle dit. « Ils disent que c'était à cause de moi. »« Personne ne lui a dit ça, » répondit gentiment Miss Marple. « Mais je me demande, Lily, pourquoi tu étais encore près de l'église hier soir ?» Lily joignit les mains. « Je t'avais dit que j'entendais chanter. » « Oui, mais le disque était déjà silencieux quand Reeves est arrivé. » Le ton de Miss Marple restait doux. « C'est vous qui avez chanté, n'est-ce pas ?» Lily tressaille. « Non, ma chère, il n'y a pas de honte à pleurer. Tu voulais qu'elle revienne à la vie, ne serait-ce qu'à travers une chanson, mais tu ne t'attendais pas à la venue de Madame Marsh. » Les larmes montèrent aux yeux de Lily. Elle disait que j'avais tout gâché, que Madame Pym ne voulait rien dire, que je n'étais qu'une servante faisant semblant d'être importante. La voix de Miss Marple s'adoucit. « Et toi, qu'as-tu fait, ma petite ?» Lily a pressé ses mains contre ses oreilles. « J'ai essayé de la faire taire. Je ne voulais pas la blesser, je l'ai juste repoussée. » La pièce se tut, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge. Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Le problème avec la vérité, ma chère, c'est qu'elle ne reste jamais exactement là où on la veut. » Lily s'affala sur une chaise en sanglotant doucement. « Que va-t-il m'arriver ? » ?»« Ça dépend, » dit Miss Marple, « si tu as fini de chanter ou s'il reste un couplet. » Lorsqu'elle quitta la pièce, Keanu Reeves l'attendait en bas des escaliers. « Elle a tout avoué, n'est-ce pas ?»« Pas tout à fait, » répondit Miss Marple. « Elle disait la vérité avec laquelle elle pouvait vivre, mais pas encore celle qui la libérerait. » Reeves se frotta la nuque. « Tu crois qu'elle voulait tuer Marsh ? » ?»« Non, mais quelqu'un d'autre voulait exploiter sa culpabilité, quelqu'un d'assez intelligent pour lui faire croire que le passé la hantait. » Le gendarme fronça les sourcils. « Et alors ?» Miss Marple regarda le clocher de l'église, pâle dans le crépuscule. « Quelqu'un qui connaît la musique ?» dit-elle doucement, « et la nature humaine. » Ses yeux, brillants et lointains, contenaient la plus faible lueur de révélation. Et tandis que la cloche du soir sonnait sur Little Brenton, son écho portait une étrange harmonie qui ressemblait moins à un avertissement qu'à la dernière mesure d'une chanson qui n'était pas encore terminée. « Quelqu'un qui connaît la musique ?» avait dit Miss Marple doucement, et ces mots l'accompagnèrent toute la matinée. Le village se réveilla inquiet, comme si Little Brenton lui-même attendait une note finale pour résoudre un accord longtemps tenu. Le vent fait vibrer la cloche de l'église une fois, puis se tut. L'agent Reeves l'a rejointe devant le bureau de poste. « Bonjour, mademoiselle Marple. Vous serez ravie d'apprendre que Lily repose en paix. Sa tante est descendue de St. Albans pour rester avec elle. »« C'est bien, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Les jeunes guérissent vite quand on leur annonce qu'ils ont été pardonnés. Mais le pardon doit venir du bon endroit. » Reeves fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça voulait dire ? « Cela signifie, dit-elle, qu'il est temps de donner au village ce qu'il désire le plus, une chance de bavarder avec détermination. » Il cligna des yeux. « Tu me tends un piège. »« Juste une petite, » répondit-elle, les yeux pétillants. « Car la vérité est une créature timide, Reeves. Elle est encore meilleure lorsqu'on lui offre du thé. »
À 15 heures, le salon de Miss Marple était soigneusement rangé, des scones refroidissant sur l'âtre, du linge frais sur la table, la porcelaine fine étincelait. Grâce à un réseau discret de suggestions, au bavardage de Madame Denham et aux allusions polies du vicaire, elle avait assuré la présence de toutes les personnes concernées. On aurait dit, en apparence, un rassemblement pour prier et se réconforter après ces événements pénibles. Dans l'heure qui suivit, arrivèrent le vicaire et Madame Murch, l'agent Reeves, agité et zélé, maladroit dans son manteau du dimanche, et enfin, Madame Evelyn Marsh, pâle mais posée, le bras en écharpe. « Quelle gentillesse, mademoiselle Marple !» murmura le vicaire en prenant sa tasse. Après tous ces désagréments, un peu de calme était nécessaire. « Oh, en effet, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « J'espère cependant que notre calme ne sera pas trop étouffant. Je trouve le silence si révélateur. » Le regard de Madame Marsh s'aiguisa, mais elle ne dit rien. Reeves s'éclaircit la gorge, gêné. « Quel beau buffet vous avez là, madame. »« Je le pensais bien, » dit Miss Marple en servant du thé. « Goûtez les scones au raisin. » Madame Pym les a toujours préférés. Elle disait que le secret de la pâtisserie et de la vie, c'était la patience. Il ne faut pas sortir les choses du four avant leur heure. La tasse de thé de Madame Marsh vibrait légèrement dans sa soucoupe. « Vous appréciez vos petites paraboles, Miss Marple. Ce ne sont que des histoires, » répondit-elle doucement. « Mais bon, la plupart des péchés ne sont que des histoires, jusqu'à ce que quelqu'un décide de les concrétiser. » Il y eut un silence gêné. L'horloge tique doucement. Miss Marple se leva et se dirigea vers le vieux gramophone qu'on lui avait rendu. « Je voulais vous le faire écouter, » dit-elle joyeusement. « La clarté de l'enregistrement est remarquable, malgré son âge. » L'aiguille toucha le disque. Les premières notes de The Ash Grove emplirent la pièce, claires, lugubres, envoûtantes. Tout le monde se figea. Reeves jeta un regard nerveux au pasteur. Madame Murch fit le signe de croix. Seule Madame Marsh reste figée, les jointures blanches sur le bord de la table. « Éteins, » murmura-t-elle. Miss Marple ne bougea pas. « C'est une belle voix, n'est-ce pas? Celle de Madame Pym. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la chanson, c'est l'accompagnement. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez une seconde voix, faible mais assurée, fredonnée. Pas du tout celle de Madame Pym, un ton plus jeune, un timbre complètement différent. » Reeves s'est penché. « Tu veux dire qu'il y a quelqu'un d'autre sur le disque ?»« Oui, » dit doucement Miss Marple, « quelqu'un qui se croyait oublié. » Le visage de Madame Marsh était décoloré. On ne peut pas le prouver. Miss Marple arrêta le disque d'un geste délicat. « Ma chère Madame Marsh, je ne suis pas là pour vous accuser. Je voulais simplement que vous entendiez ce que Madame Pym entendait à chaque fois qu'elle l'écoutait. Un duo. Voyez-vous, elle a gardé ce disque non par dépit, mais par chagrin. Vous aviez été son harmonie. Quand vous êtes parti, elle a perdu sa musique. Pendant un moment, personne ne parla. Puis le vicaire dit doucement « Elle voulait te pardonner. » Madame Marsh rit en tremblant. « Me pardonner, elle voulait me posséder à nouveau. Même dans la mort, elle voulait ma culpabilité pour lui tenir compagnie. » La voix de Miss Marple était calme. « Et vous êtes donc venu à l'église pour faire taire son chant ? » ?»« Non. Le mot a jailli, brutal. Je voulais juste détruire le disque pour en finir. » Mais Lily chantait, fredonnait le même air, et j'ai cru qu'elle se moquait de moi. J'ai perdu la tête. Son souffle s'est arrêté, puis s'est calmé. Quand elle m'a poussé, oh, j'aurais pu tomber toute seule. Ça n'a plus d'importance maintenant. « C'est très important, » dit Miss Marple à voix basse. « Parce que la culpabilité, Madame Marsh, a tendance à se réorganiser pour ressembler presque à l'innocence. Et l'innocence, à son tour, peut faire écho à la culpabilité. » Reeves avait l'air troublé. Mais il restait encore les lettres, le maillon manquant,
et qui avait déposé cette fleur sur la tombe. Miss Marple sourit faiblement. Ah oui, la fleur. Ce n'était pas la malice de Reeves, juste de l'affection déplacée. La jeune Lily, encore. Elle la trouva parmi les affaires de Madame Pym et pensa qu'elle serait appropriée. Symbolique, pourrait-on dire. L'amour déguisé en souvenir. Le policier fronça les sourcils. Alors, c'est fini? Pas tout à fait. Le ton de Miss Marple s'adoucit. Il reste encore une chose à régler. Elle se tourna vers Madame Murch, assise dans un silence inhabituel, son regard oscillant entre elles. Vous étiez très dévouée à Madame Pym, n'est-ce pas? La gouvernante se raidit. Je lui ai servi, oui, en effet. Et vous avez servi le vicaire aussi. Quelle loyauté, envers le maître comme envers la maîtresse. Pourtant, je me demande qui vous a le mieux servi. Les vivants ou les morts? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oh, je crois que oui, dit doucement Miss Marple. Les notes dans la tribune du chœur, les lettres remises en main propre, la clé de la sacristie. Que de petites courses facilement accomplies par quelqu'un de confiance, quelqu'un d'invisible. Les lèvres de Madame Murch se pincèrent. Tu imagines des choses? Peut-être. Mais si l'on souhaitait préserver la mémoire d'une femme lésée, rappeler à ses ennemis que le passé chantait encore, qui de mieux placé pour le faire que celle qui époussetait son piano chaque semaine? L'espace d'un instant, la pièce resta silencieuse. Puis la voix de la femme se brisa. Elle méritait mieux que ce qu'il lui avait donné. Tous les deux. Le village s'est moqué d'elle. Evelyne lui a volé son bonheur, et cette idiote s'est prise pour une fille. La voix de Miss Marple, douce comme toujours, s'est entrecoupée de la sienne. Et c'est ainsi que tu leur as rappelé. Les mains de Madame Murch tremblaient, et sa tasse de thé se brisa sur le tapis. Je ne voulais pas faire de mal, je voulais juste qu'ils m'écoutent. Je suis sûre qu'ils le feront maintenant, dit doucement Miss Marple. Chaque fois que le vent soufflera dans le cimetière, ils l'entendent. Lorsque l'agent emmena la gouvernante, les autres restèrent assis, dans un silence stupéfait. Miss Marple s'occupait à servir du thé frais, comme si de rien n'était. Reeves expira en tremblant. « Tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Le thé, la musique, tout. »« Mon cher Reeves, » dit Miss Marple avec un léger sourire, « ce n'est pas moi qui ai tout planifié. C'est Madame Pym. Elle a laissé chaque mot parfaitement arrangé. J'ai simplement tourné la page. » Elle regarda vers la fenêtre, où le clocher de l'église se dressait pâle sur le ciel déclinant. C'était presque fini. Seul le dernier couplet restait. Son ton était presque tendre, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. « C'est presque fini », avait dit Miss Marple doucement, son regard s'attardant sur le ciel déclinant derrière la fenêtre du salon. La pièce embaumait encore l'odeur du thé et du chocolat. La tasse cassée gisait sur le tapis, là où Madame Murch l'avait laissé tomber, le liquide renversé dessinant des ombres brunes, qui semblaient, d'une certaine manière, permanentes. Le vicaire prit la parole le premier, à voix basse. « J'ai du mal à y croire, mademoiselle Marple. Dire que Madame Murch, la calme et pieuse Madame Murch, pouvait être derrière tout ça. » Miss Marple continua de regarder la lumière baisser. « La dévotion est une chose très délicate, révérend. Elle peut se transformer en vengeance sans changer d'expression. » Reeves semblait agité, arpentant le foyer. « Ça ne me convient toujours pas. Que cherchait-elle au juste? Toute cette histoire de chansons, de fleurs, de notes, était-ce de la vengeance ou de la folie? » « Ni l'un ni l'autre, » répondit Miss Marple. C'était un souvenir. Elle vénérait Madame Pymnote en tant que femme, mais comme une sainte lésée par un monde sans foi. À ses yeux, vous étiez tous des hérétiques. L'agent fronça les sourcils. Alors pourquoi s'en prendre à March et à la fille? Il ne lui avait rien fait. « Oh, Reeves, » dit gentiment Miss Marple, « ils avaient fait bien pire, ils avaient rendu Madame Pym humaine. »
Madame March par ses remords, Lily par son affection. Madame Murch préférait sa défunte maîtresse comme figure intouchable. Elle ne supportait pas l'idée que le pardon gâche l'histoire qu'elle avait construite. Le vicaire s'enfonce dans son fauteuil. Elle transforma le chagrin en idolâtrie. « Exactement, » dit Miss Marple, un blasphème typiquement anglais. Dehors, le crépuscule laissait place à la nuit. Le gramophone était toujours posé sur la table, là où Miss Marple l'avait laissé, le disque luisant faiblement à la lumière de la lampe. Elle se leva et remit l'aiguille en place. La voix de Madame Pym emplit à nouveau la pièce, douce, lointaine, à moitié perdue dans le crépitement du temps. Pourtant, sous elle, faible comme un souffle, une autre voix vibrait en harmonie. Ni celle d'Evelyn March, ni celle de Lily. Celle de Madame Murch, inexpérimentée, fervente, presque enfantine. Le vicaire frissonna. Bon sang, elle s'est filmée aux côtés de sa maîtresse. Miss Marple hocha la tête. Elle avait dû ajouter sa voix après la mort de Madame Pym. Un duo de dévotion, joué pour une congrégation réticente. Le chant de la veuve, en effet. Elle laissa la note finale s'estomper, puis souleva l'aiguille avec précaution. Et maintenant, peut-être, le village peut à nouveau dormir. Reeves semblait incertain. Et Lily? L'affaire a-t-elle? Elle restera chez sa tante, dit Miss Marple. Le temps réparera ce que la culpabilité a blessé. Les jeunes sont d'une résilience miséricordieuse. Et Madame March? Elle quitte Little Brenton, dit doucement le vicaire. Elle m'a confié qu'elle ne supportait pas de rester là où on lui refusait le pardon. Miss Marple hocha lentement la tête. Oui, c'est parfois la seule résolution possible. Ils restèrent un moment silencieux, le feu chuchotant doucement. Puis Reeves dit, presque à contre-cœur, « Je vais vous dire une chose, mademoiselle Marple. Vous aviez raison depuis le début. Ce n'était pas une hantise, c'était juste des gens. Juste des gens, répéta-t-elle. Et ça, mon cher Reeves, c'est bien plus effrayant. » Son sourire était doux, mais teinté de mélancolie. Ce ne sont jamais les fantômes qui nous troublent, leurs souvenirs s'accrochent comme du lierre. Les morts ne reviennent pas chanter, ce sont les vivants qui répètent sans cesse le refrain. Le vicaire s'agita. Alors, quel était, selon vous, le plus grand défaut de Madame Pym? Miss Marple regarda le gramophone. Peut-être de l'orgueil déguisé en amour. Elle souhaitait être adorée, pas comprise. C'est un défaut fréquent, surtout chez les personnes vertueuses. Plus tard dans la nuit, alors que le village s'installe enfin, Miss Marple rentre chez elle à pied par les rues calmes. Le cimetière était illuminé par le clair de lune. Les tombes reposaient, silencieuses, sous une fine brume. Elle s'arrêta devant la sépulture de Madame Pym. Le sol s'était légèrement affaissé, et les marguerites que Lily y avait laissées fermaient leurs pétales pour se protéger de la fraîcheur. Quelque chose brillait faiblement parmi eux, un camélia rouge. Ni frais, ni soyeux, mais aplati et cassant. Miss Marple se pencha et écarta délicatement, révélant un morceau de papier alourdi en dessous. Elle le déplia au clair de lune. Il portait une seule phrase écrite de la main ferme de Madame Murch. Que sa voix soit entendue pour toujours. Miss Marple soupira. « Oh, ma chère, murmura-t-elle, ce sera le cas, mais pas comme tu l'avais prévu. » Elle remit le papier et le camélia en place, les arrangeant soigneusement. Puis elle resta un moment encore à écouter. Le vent agitait les ifs, produisant un son semblable au léger bourdonnement d'un cœur invisible. Le lendemain matin, la paix revint à Little Brenton, ou plutôt à un semblant de paix. Madame Denham racontait déjà sa version améliorée de l'affaire au bureau de poste. Elle était à moitié possédée, comme le montre le disque, lui-même. L'épicier avait remplacé sa vitrine par une nouvelle enseigne « Chut », thé frais et petits pains tempérants. Mais sous les ragots, quelque chose de plus discret s'était installé.
une note de prudence, une vague conscience que chaque gentillesse pouvait cacher une blessure, chaque chanson une confession. À la fenêtre de son cottage, Miss Marple tricotait. Le rythme de ses aiguilles s'accordait au tic-tac régulier de l'horloge. Dehors, la cloche de l'église sonnait midi, 3 coups mesurés qui semblaient plus doux maintenant, moins accusateurs. Elle jeta un coup d'œil au gramophone posé sur le buffet. Le disque avait été nettoyé, la fissure réparée. Les sillons étaient redevenus silencieux. Pourtant, Miss Marple savait que si elle l'écoutait, elle entendrait encore cette faible seconde voix, ni la culpabilité ni l'amour, mais l'écho des deux. Elle se versa une tasse de thé et murmura que le village oubliera bien assez tôt. C'est toujours le cas, mais la vérité fredonnait doucement sous tout cela, comme une mélodie qu'on ne peut pas vraiment nommer. Son regard se porta vers la fenêtre, où le soleil éclairait le jardin. Le rouge-gorge du cimetière sautillait sur le rebord, inclinant la tête, les yeux brillants et curieux. Miss Marple sourit. « Tu vois, petite, » dit-elle doucement, « il n'y a pas de fantômes à Petit Breton, seulement des cœurs qui n'ont pas appris à s'arrêter de chanter. » Elle posa son tricot, se leva pour tirer le rideau, et la faible brise apporta un dernier écho de l'église, une note unique et claire, comme si quelqu'un, quelque part, avait frappé la touche du piano qu'elle avait autrefois découverte. Il s'est estompé presque aussitôt, ne laissant que le silence. Et dans ce silence, enfin, la paix.